Rebonjour, on est de retour sur la scène du Cercle, ici sur la plateforme du Club Excellence et des accélérés de BPI France en direct de Big 11e édition qui se poursuit ici à l'Accor Arena. Puis vous êtes aussi très nombreux connectés à distance. La suite du programme pour nous cet après-midi, on va parler entrepreneuriat international, cybersécurité, quantique, de rêves d'enfants qui se concrétisent aussi. Et pour démarrer, un sujet sur l'intelligence artificielle. Et à mes côtés, Charles-Henri Puot, PDG de Pertim Group. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Très bien. Jonathan Cassaigne, référent expert IA et innovation chez BPI France. Comment vas-tu? Bonjour, super. Bon, top. Merci à tous les deux. On va donc parler d'intelligence artificielle. Est-ce que dans un premier temps, Charles-Henri, tu peux nous présenter Pertim Group? Alors, Pertim Group, on est un groupe acteur de ce qu'on appelle la transformation digitale au bénéfice de la performance digitale. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas simplement un acteur, une ESN, comme on parlait tout à l'heure, mais on est un groupe intégré avec des talents et des verticaux, que ce soit de l'application mobile vers de l'IA embarquée. Alors justement, j'allais te demander quel est le lien avec l'IA. On y est. Exactement. En gros, nous, à la base, on est acteur du NLP, ce qui est l'ancêtre des LLM, et on en parlera peut-être dans ces cas d'usage. Et depuis 27 ans, et le fondateur de Pertim, notre objectif, c'est d'apporter de l'intelligence artificielle, donc ce qui était préalablement des systèmes experts, au bénéfice de nos clients et de la performance, que ce soit des ETI ou des grands groupes du retail. Jonathan, comment BPI France accompagne ses clients sur le sujet de l'intelligence artificielle? Alors, tout un continuum d'offres. On a déjà côté conseil des offres de formation digitale et formation présentielle, qui sont accessibles à tous pour la partie digitale pour le moment. On a une grosse offre conseil avec un accompagnement pour aider les PME et les ETI à identifier les cas d'usage, tous les gisements de valeur qu'elles peuvent aller trouver autour de l'IA. Donc avec un système d'accompagnement via un expert pendant 10 jours pour aller construire cette feuille de route. Et puis la mission suivante, c'est d'aller prendre un ou deux cas d'usage et de faire de l'accompagnement à la mise en œuvre. Donc on va cadrer en profondeur ces cas d'usage-là. Donc là, c'est sur la partie plutôt amont. Et puis ensuite, sur la partie réalisation, via les autres métiers que le conseil de BPI France, on a des projets de financement. Il y a un gros appel à projet sur les pionniers de l'IA qui est sorti la semaine dernière pour financer des projets de rupture autour de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, un investissement que je pense qui est assez connu de tous dans des pépites françaises autour de l'IA. Avant de parler de l'IA qui délivre, puisque c'est le nom de la thématique du ROI, déjà, est-ce que les entreprises se sont saisies de l'IA aujourd'hui? On est un peu dans un entre-deux aujourd'hui, ce qu'on voit. C'est que, en tout cas, si on prend les PME, les ETI françaises, qui sont un peu le cœur de notre accompagnement, on voit que le chiffre d'adoption de l'IA double quasiment depuis 2 ans, tous les ans. Donc on était à 15% fin 2023, on était à 30% fin 2024. Je ne serais pas étonné qu'on soit à 60% à la fin de l'année. Mais on est dans un entre-deux parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment 60% des entrepreneurs, des dirigeants qui nous disent qu'investir dans l'IA, c'est une question de survie de l'entreprise à 2-3 ans. C'est un chiffre extrêmement fort. Mais de l'autre côté, on a moins d'une entreprise sur 2 qui a déjà une stratégie autour de l'intelligence artificielle. Donc on est dans une peur permanente de louper quelque chose en se disant il y a un phénomène énorme qui nous arrive dessus. On a compris qu'il fallait absolument le prendre, mais on ne sait pas trop comment. Donc on a passé le moment où il fallait convaincre les dirigeants d'y aller. Ils ont tous compris qu'il fallait y aller, mais c'est plus maintenant la question de comment on y va, par quoi on commence, qu'on voit prendre. Avant justement de le voir, et on va en parler ensemble, tu partages le sentiment sur l'IA et les entreprises aujourd'hui en tout cas? Alors pleinement, de mon point de vue, c'est que tout le monde fait de l'IA un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ChatGPT, tout le monde s'en sert, de manière positive comme négative. C'est-à-dire qu'on le voit aussi beaucoup au niveau des usages. Le fait qu'on soit sur des usages qui ont émergé dans la sphère privée et qui se retrouvent dans la sphère professionnelle. Et donc, pas trop de vigilance. On s'est aperçu, par exemple, que des grands groupes, des informations internes étaient maintenant accessibles sur ChatGPT. Pourquoi? Parce que lors d'une présentation, une personne s'est dit « Attends, j'ai besoin de la synthétiser, etc. » Elle l'a donnée sur son compte ouvert de ChatGPT et OpenAI a indexé l'ensemble. Donc, c'est à prendre, de mon point de vue, avec beaucoup de pincettes. Et effectivement, on est sur des chiffres qui, de mon point de vue, termineront comme l'usage du mobile
à 80-90% de la population, une fois qu'on aura l'ensemble des cas d'usage qui auront été intégrés par les ETI. En revanche, quid, de la donnée personnelle, 2, du savoir-faire propre de l'entreprise. Est-ce que si demain, tu es simplement un vecteur, tu deviens intéressant ou est-ce qu'en réalité, tu n'es ni plus ni moins qu'une interface de cette intelligence artificielle-là? Donc en tout cas, certaines entreprises, ou en tout cas, ne sont pas saisies peut-être de la question des dangers que présente l'IA. Ok, donc on s'en sert, on commence à l'intégrer. Certains le font peut-être d'une meilleure façon et d'autres, ils vont peut-être dedans sans prendre en compte. Comme n'importe quel usage. Comme n'importe quel usage. Comment se lance-t-on justement, puisque ça a été amené déjà un petit peu par Jonathan sur un projet IA, par quoi on commence quand la feuille est blanche et qu'on se dit, il y a effectivement dans 2-3 ans, si on ne prend pas l'IA, on se dit danger, danger, danger. Par quoi on commence? Moi, je dirais, on commence par identifier vraiment ses besoins métiers. Aujourd'hui, on a une technologie qui est extrêmement puissante, mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette technologie, à quels besoins métiers elle répond, quels sont mes points de douleur aujourd'hui, et on va identifier là où elle peut réellement avoir de la valeur. Donc cette identification des cas d'usage, et des cas d'usage en lien avec la stratégie de l'entreprise, c'est par ça qu'il faut commencer. Et c'est important de se dire, parce qu'on a souvent des fausses bonnes idées parfois. On a vu des expérimentations à gauche, à droite qui fonctionnaient. On se dit, tiens, moi je pourrais faire la même chose chez moi. Mais le vrai sujet, c'est d'aller vraiment identifier mes problématiques métiers qui sont spécifiques à mon entreprise. Et c'est celle-là où on va avoir le plus d'intérêt de mettre de l'IA. On va avoir souvent 2 types de projets. L'IA générative, elle a complètement démocratisé l'IA. C'est effectivement exactement ce que dit Charles-Henri, c'est-à-dire tout le monde aujourd'hui peut faire de l'IA et peut en faire à moindre coût. Donc il va y avoir quelques petits quick wins assez faciles à aller chercher, mais les vrais sujets qui peuvent être des sujets de survie de l'entreprise à 2-3 ans, c'est des sujets qui sont cœur business, qui dépendent des données de l'entreprise, donc des données spécifiques. Et là-dessus, c'est vraiment d'aller identifier les cas d'usage métier en numéro 1. On va en donner des cas d'usage précis sur cette question-là. Le succès, en fait, effectivement, c'est ce que Jonathan a très bien dit, c'est la capacité qu'on a dans la réussite d'embarquer les métiers. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, c'est plus un sujet vulgairement de DSI, c'est plus un sujet tech, c'est plus un sujet de développeur, c'est un sujet animateur. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de plateformes no-code, je pense que tout le monde aujourd'hui les voit là-dessus et fleurir, sur lesquelles on s'aperçoit que si le métier est embarqué, si c'est bien cadré, le projet va réussir. Et c'est un peu le chiffre que tu donnais, Jonathan, sur le fait qu'on s'aperçoit que 90% des projets IA deviennent un échec parce que justement, c'est parti d'un sujet peut-être métier, une vision un peu métier, mais ça a été repris par la tech et clairement, on va mettre énormément de lourdeur et donc tu vas aller dans une direction qui n'est pas la direction souhaitée par l'entreprise. Il faut de la patience, il faut y aller petit à petit. C'est comme un enfant. En fait, en gros, c'est l'allégorie d'un enfant. C'est-à-dire que si vous partez du principe que vous allez avoir immédiatement un VP strat, c'est pas ce qu'il faut. Au départ, l'IA, c'est comme un stagiaire. C'est-à-dire que vous commencez par un stagiaire. Ensuite, vous allez progressivement le faire grandir comme un être humain, à ce qu'il soit un alternant, puis après un junior. L'énorme avantage, c'est que la courbe d'apprentissage est extrêmement rapide. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des étapes à respecter. Et mon associé dit une phrase assez simple. Alors, c'est essentiellement un point masculin, mais vous prenez 9 femmes, vous n'aurez pas un bébé en un mois. C'est à méditer. Est-ce que vous pouvez nous donner tous les deux des cas d'usage concrets pour qu'on comprenne bien justement les différents usages dont on parle depuis tout à l'heure et puis les gains opérationnels? Alors, le premier usage, moi, en tout cas côté BPI qu'on voit émerger, qui est un peu l'usage de base aujourd'hui, c'est d'avoir son propre GPT interne pour être en capacité de faire ce que moi j'appelle des nouvelles commodités numériques. Donc on va être en capacité de faire de la recherche, de faire de la synthèse de documents, de faire de la traduction automatique et d'aller chercher de la valeur dans sa base documentaire. Donc ce qu'on appelle, pour le petit nom technique, le RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Donc ça, c'est un peu l'usage de base. Après, on a plein d'exemples avec de la création de valeur assez rapide sur utiliser l'IA pour de la réponse aux appels d'offres, pour en faire des commerciaux augmentés. On voit de l'usage pour faire de la génération de contenu pour le marketing. Et puis des usages de plus en plus poussés et intéressants dans toutes les entreprises, alors notamment industrielles qui vont avoir de la R&D, des bureaux d'études, de la conception.
Là, l'IA générative a un potentiel énorme et commence tout juste à être exploré par les entreprises. Et puis même, on va avoir des sujets qui vont sortir du génératif complet, mais pour les usines, où on va faire du contrôle qualité, où on va faire de la maintenance. Et peut-être un dernier usage que je trouve vraiment intéressant et qui est en train d'exploser, c'est comment j'utilise l'IA au service de la formation et du maintien des compétences. Et là, c'est toute la force un peu du génératif, où on va pouvoir transformer des bases de connaissances que personne ne regarde. On va pouvoir discuter avec, on va pouvoir filmer même des gestes d'experts pour donner à des nouveaux juniors l'apprentissage de pouvoir répéter ce même geste technique. Enfin, il y a toute une galerie de cas d'usage à aller chercher là-dessus qui fonctionne assez bien. Charles-Henri, sur les cas d'usage à donner Alors effectivement, le sujet que tu as donné justement sur la partie commerciale augmentée, c'est un vrai sujet sur lequel on se dit c'est simple et difficile à la fois. Où sont nos clients? Est-ce qu'aujourd'hui, créer un chat et créer un channel où il va falloir avoir une app, où il va falloir avoir un site, etc. versus aujourd'hui, il existe WhatsApp. C'est un sujet qui est extrêmement simple. Ça nous permet d'avoir rapidement, avec sa base de clients et son ERP, l'intégralité de son flow client. Donc, je suis un fournisseur d'une pompe et mon client est un entrepreneur. Il a besoin d'une pompe qui est pour de l'eau salée et qui exécute 50 mètres cubes. Il en a besoin pour dans 5 jours. En gros, toutes ces données-là, avant, il te fallait entre 1 heure à 2 heures. Et si tu avais un pipe client qui était quand même assez important et que tu étais un fournisseur de premier rang, clairement, il te fallait 1 jour à 2 jours pour transférer l'information. Sauf que l'entrepreneur, lui, il en a besoin maximum dans 5 jours. Donc, tu étais hors délai. Avec l'IA générative, tu indexes toute ta base de connaissances, tu indexes les accessoires, parce que ça, c'est un point, et donc faire ce qu'on appelle un panier bundle avec de l'accessoire et donc une réponse immédiate. Et ça, c'est un quick win qui répond à de l'immédiateté. Donc, ton taux de transformation, il est important. Là où on se dit, le retail, oui, c'est j'ai pas besoin de m'appeler Carrefour, j'ai pas besoin de m'appeler Leclerc pour utiliser de la recommandation, utiliser des technologies IA ultra simples. Et encore plus dans un système de base de connaissances et de transfert de connaissances. Je pense à un de mes clients sur lequel il avait des sujets autour de j'ai des personnes qui partent en retraite, donc j'ai une fuite de compétences, j'ai un besoin d'onboarding des jeunes consultants qui n'ont pas forcément l'intégralité et l'entièreté du savoir-faire métier et de la connaissance. Et donc, ce dont je vais avoir besoin, c'est de les augmenter. Et j'aime bien le côté où l'IA aujourd'hui n'est pas pour remplacer l'humain, mais augmenter l'humain. Et c'est en ça que 100% des projets que je vois réussir au sein de mon entreprise et même au sein d'autres entreprises, c'est on part du métier, on part du besoin métier, on part d'un transfert de compétences. On n'essaye pas de dire que ça va faire papa-maman le premier jour, mais ça répond à un vrai besoin de formation et de plan de continuation de l'information. On s'en aperçoit aussi dans le cadre du nucléaire, où demain, on va avoir besoin de reformer les gens. Ça a été un des vastes sujets. Demain, l'IA, ça vous permet d'indexer, ça vous permet sur des postures de venir interroger l'IA, parce que l'IA reconnaît l'image, reconnaît les vidéos. Il y a tout un tas de cas d'usage auxquels on ne pense pas forcément, mais demain, c'est des sujets qui permettront de digitaliser et rendre ces lettres de noblesse à la connaissance et l'expérience. Moi, j'aime bien ces cas d'usage-là parce qu'en plus, ils tirent plein de questions. Parce que quand on commence à mettre de l'IA sur finalement presque ce qui est le savoir-faire de l'entreprise, hein, les gestes techniques, la formation des experts et tout, ça pose plein de questions. Qu'est-ce qui se passe si je donne toute mon expertise à l'IA? À quelle IA j'ai envie de la donner? Est-ce que je suis sûr que j'ai envie de la donner à des systèmes qui répondent à une réglementation que je ne maîtrise pas complètement? Où est-ce que vont toutes ces données? En tout cas, quand on part sur ces sujets, ça nous oblige à se poser des questions assez structurantes, pas uniquement sur le cas d'usage en soi, mais aussi sur comment on veut construire ces IA-là. Et c'est souvent des sujets assez passionnants, mais c'est les bonnes questions à se poser. Et justement, comment on déploie? Donc on se pose toutes ces questions-là. Alors on déploie, de mon point de vue, je pense qu'il faut partir de là où sont ses clients et là où est le besoin. C'est-à-dire que ce soit un ouvrier dans le cadre d'une position dans l'industrie, il faut aller là où l'ouvrier est. Dans le cadre d'un système avec un commercial, il faut savoir où sont ses clients. Et donc l'intégration, de mon point de vue, elle doit se faire de la manière la plus simple et la plus, désolé pour l'anglicisme, seamless possible, sans couture. Et c'est un peu là où le bas blesse aujourd'hui, c'est qu'on essaye absolument de mettre de l'IA dans des systèmes un peu archaïques, dans des back-office un peu archaïques. Et en réalité,
on s'éloigne du vrai besoin client, qui est le fait de dire j'ai WhatsApp sur mon téléphone, on l'a tous autour, c'est comme ça qu'on communique avec sa famille. Bah, en fait, on s'en aperçoit que le meilleur vecteur, c'est utiliser un vecteur qui existe. Et hier, non, c'était pas possible de faire de la vente par SMS. Demain, avec WhatsApp, on peut faire de la vente. Pareil, l'ouvrier qui est dans une usine de manufacture automobile, bah, pour de la position et être capable de mettre telle ou telle typologie de pneus sur tel ou tel type de jante, et ben en réalité, il y a des moments où il va avoir un doute et il a besoin que sur une tablette, ce soit hyper intuitif. Donc, la reconnaissance vocale aujourd'hui, grâce à l'IA, elle est largement empreinte. Tu parlais de la traduction, c'est un sujet qui est énormément repris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a subi une vague de désindustrialisation en France qui a amené à ce que les savoir-faire se transfèrent dans des pays et dans des langues étrangères. Aujourd'hui, dans le cadre de la réindustrialisation, notamment dans le cadre du ski, tu as d'énormes sujets sur lesquels, clairement, le savoir-faire, il était en Chine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fiches techniques qui sont chinoises. Et bien aujourd'hui, grâce au RAG, parce que, et c'est aussi un autre problème, c'est comment tu fais pour faire une traduction qui soit fidèle et surtout qui ne vienne pas à se retrouver partout sur Internet. Et ben en réalité, tu utilises un RAG, tu le positionnes en interne chez toi, ça te fait la traduction. Tu vas avoir, alors c'est vrai, hein, comme un stagiaire, des petites approximations, tu vas les corriger au fur et à mesure du temps. Et derrière, ça va te permettre de faire un vrai transfert et une réindustrialisation. Donc l'IA au service de la réindustrialisation. Est-ce que ça demande beaucoup de ressources? Je ne sais pas s'il y a ici des dirigeants de petites PME, mais est-ce qu'on peut se demander la question aussi de la ressource? Est-ce que ça demande de déployer ce type de projet ou pas? Il y a plein de natures de projets différents. Donc aujourd'hui, c'est un peu un des gros changements amenés par l'IA générative. C'est qu'on est en capacité de démocratiser des projets IA et de faire des projets IA à moindre coût qui demandent assez peu de budget, assez peu de ressources. Mais vous n'allez pas transformer votre entreprise avec ces projets-là. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment deux natures de projets. Il y a des petits quick wins qui vont s'imposer demain comme des nouvelles commodités numériques. Et le ROI n'est pas forcément évident à calculer dessus, mais ça va devenir une obligation parce que sinon vous n'arriverez pas à recruter des nouveaux talents, des nouveaux collaborateurs. Et petit à petit, vous vous rendrez compte que ceux qui ont été équipés il y a 2 ans, ils ont pris en main ces outils, ils sont habitués à les utiliser, ils vont 2 fois plus vite. Mais ça, c'est des petits projets. Et puis après, les gros projets qui sont plus structurants, ça demande effectivement d'y passer du temps. Ça demande d'investir dedans. Donc il y a plein de façons, avec BPI France, on en parlait avec d'autres parties, de les financer. Mais en tout cas, oui, ça demande du temps et puis ça demande d'un investissement côté métier. C'est exactement ce que disait Charles-Henri. Si on ne construit pas avec les métiers, on risque d'avoir un rejet de l'adoption. Ça nécessite de former des compétences et ça nécessite forcément, bout à bout, des investissements financiers. Charles-Henri? Il y a effectivement des mécanismes, que ce soit grâce à BPI France, mais aussi à l'Europe. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se disent non, mais l'Europe, il y a un taux d'adoption qui est assez faible, etc. Non, l'Europe peut être notre ami. Pourquoi? Parce qu'on va se confronter avec des entreprises similaires qui ont les mêmes problèmes et on va être capable d'investir, encore une fois. Si on est capable d'avoir 1 litre d'essence et qu'on pense qu'on va nourrir 5 voitures, si on est 5 entreprises, on arrive à nourrir chacun sa voiture. Et c'est le principe que j'aime bien avec BPI, les appels à projets et même les appels à projets européens, où en fait on crée des consortiums. Et ça, c'est un point qui est important, c'est le côté où si on se réunit et une entreprise, qu'elle soit ETI, PME ou autre, si elle décide de mettre un petit budget mais qu'ils sont 5, 10 à l'avoir, les 10 000 euros se transforment en 100 000 euros et 100 000 euros dans un impact IA, il est colossal pour les besoins. En revanche, il faut faire de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un noyau dur qui réponde précisément aux besoins centraux. Et après, celui qui a envie d'y dépenser plus parce qu'il juge que c'est clé dans son activité future, là, effectivement, tu peux y aller. Mais ça répond là-dessus. Il y a des études qui montrent, alors ça paraît complètement logique et évident, mais finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait le contraire, que les entreprises qui sont transformées, qui ont le plus innové autour de l'IA, sont des entreprises qui finalement ont investi dans assez peu de projets, dans 2-3 projets qui étaient des projets stratégiques. Du coup, elles sont allées au bout de ces projets, elles ont fait beaucoup de choses superbes, versus des entreprises qui ont essayé de mener une quinzaine de projets, qui ont identifié je ne sais pas combien de POC, et qui finalement n'ont pas réussi à faire grand-chose. Une dernière question rapidement, on est sur la conclusion. Comment finalement on mesure le succès du développement d'un projet IA? Comment on fait? Alors, 1, c'est l'adoption. 2,
c'est bête. Hein. Si on a décidé de réduire le budget, c'est à quel point on a réduit le budget. Donc ça, on va dire que le DAF est ton meilleur ami là-dessus. Et 2, ça peut être la satisfaction client. Et c'est pour ça que je dis que le vecteur, c'est 80% du succès de l'IA. C'est si tu l'as passé au bon endroit, au bon moment, clairement, c'est là où tu vas avoir le ROI qui va être maximal. Et je pense que ce qui doit driver la vision des entrepreneurs de demain, c'est le fait de se dire, je rends service à mes clients, je satisfais mon client, donc c'est un client qui potentiellement va rendre un service meilleur, et c'est le principe de l'écoulement et de la capillarité. Et derrière, ce bénéfice, je vais en avoir moi l'écho par le fait que soit il va en parler à d'autres, donc il va adopter ma même technologie, ou demain, je vais avoir un avantage compétitif vis-à-vis de mes concurrents. Et c'est en ça que je trouve que vraiment, il y a un sujet autour de la métrique du ROI et la métrique de l'adoption. Donc l'adoption, en fait, pour moi, c'est le premier ROI qu'on devrait avoir. On est bon. Merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si tu voulais conclure, mais on est en fin de séquence. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Jonathan, Charles-Henri, pour votre témoignage pour cette première séquence de l'après-midi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on va maintenant recevoir 2 entrepreneurs engagés pour une planète plus durable.